Donc, bienvenue pour la revue de projet euh, cet après-midi. Donc, nous vous présentons aujourd'hui la revue de projet numéro 16 qui s'est déroulée du 14 juillet au 15 septembre. Donc, le thème du sprint précédent était la pendaison de crémaillère, où nous vous avions montré les évolutions concernant la homepage et le blog DigiPart, ainsi que la mise en œuvre de la génération des dashboards Kibana en PDF. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une revue de sprint assez longue car le sprint a commencé donc avant les vacances. Le thème du sprint est MVP des rapports automatiques, mais vu que le sprint a été long, nous allons vous montrer beaucoup d'autres choses. Donc le plan de la sprint revue, et donc là on voit bien que le sprint est assez chargé. Il y a beaucoup de choses. Donc, avec une partie communication, la partie analogique organique qui vous montrera donc, le reloup de l'interface analogique, la partie DigiPart et la partie de mesure où on vous montrera plus en détail les dashboards en PDF. Je crois que Dominique les a déjà bien montré ce matin. La partie communication, c'est toi Dominique? Ouais. Au cours des sprints précédents, on était un petit peu, on avait baissé en point de vue de production de métriques en fait sur le projet. Qu'est-ce qu'on fait, combien de tâches on a effectuées, tout ça. Puis en plus, on a mis en place du support. On cherchait à savoir combien de temps on consacrait au support par rapport à nos rendez-vous easy mesure. Donc au cours de ce sprint, on a travaillé sur comment faire pour gérer tout ça. Et ça a donné ça en fait. Donc ça c'est le burn down du sprint. On a en fait le burn down donc en méthode agile, hein, on a un certain nombre de cartes, enfin de points de complexité, mais là on utilise le Trello, donc c'est un certain nombre de cartes, donc c'est qui correspondent aux tâches qu'on a à faire pour le sprint. On a un certain temps pour les faire. Et donc on peut déterminer une courbe théorique en fait de l'exécution de toutes ces tâches, enfin de toutes ces cartes. Donc la courbe théorique c'est la bleue. Et puis on a aussi la courbe réelle en fait, c'est la rouge. Voilà. Donc il y a souvent une différence entre les deux. Et puis donc là on voit bien qu'il y a une différence. Et puis en bonus, en bas du graphique, on a fait figurer les absences. C'était important en fait sur ce sprint parce que c'était un sprint où on était désynchronisé, tout le monde était un peu en vacances, pas forcément toujours en même temps. Et donc on est 6 dans l'équipe hein, à pouvoir faire des choses. Donc quand on est tous absents, c'est sûr que la courbe ne va pas pouvoir baisser. Ce sprint est un peu particulier parce qu'il se déroulait pendant les vacances. Pendant les vacances, on fait des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire avant, et donc c'est aussi pour ça que la courbe réelle, des fois elle augmente parce qu'en fait on remet des cartes dans le à faire. On peut voir quand même d'une manière générale qu'on a eu un peu de pression quand même au début, parce que, à la fin, pardon, pas au début, peut-être pas assez au début. À la fin parce que on a eu quand même pas mal de bugs qu'on réussissait pas à résoudre, qui nous ont bien bloqués. Donc à la fin on a mis un petit coup de pression. Voilà, on peut passer. Donc ça c'est l'explication de ce qu'on a mis en place pour ces métriques. Donc ces métriques là, je viens de vous montrer le burn down, mais il n'y a pas que celui-là. Comment on s'organise? Donc on gère nos sprints avec le Trello. On a un tableau de bord Trello avec 3 colonnes, hein, le à faire, le en cours et le fait. Donc les cartes bougent et donc on centralise dans une feuille de calcul l'état des mouvements de ces cartes. Et puis donc par rapport au congé qu'on vous a montré ou par rapport au support, on utilise des calendriers, donc là c'est des calendriers Google, et on profite du fait que ces calendriers sont accessibles via une API pour les interroger et puis pour pouvoir centraliser donc les informations au niveau de la feuille de calcul, et qui nous permet ensuite de produire la feuille du daily, hein, où on voit où on en est chacun par rapport aux tâches qu'on a à faire, le burn down chat que je viens de vous montrer, la ligne de vie que vous avez vue aussi ce matin,
Et puis la feuille du support, le temps qu'on passe pour le support pour le sprint. Donc tout ça est relativement automatique. On enregistre les états du Trello tous les jours. On enregistre aussi le nombre de commits. Là, on ne vous l'a pas montré, mais on vous le montrera sur le sprint prochain, parce qu'en fait, c'était fonctionnel qu'en milieu de sprint, donc c'était moins intéressant à montrer. L'intérêt là, c'est que on a un certain nombre de dépôts donc dans l'organisation EasyParse Project sur GitHub, et on va compter les commits sur cet ensemble de dépôts, parce que vous vous rendez bien compte qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps. Yannick, il est amené à développer des choses à la fois pour Analogist, à la fois pour EasyParse, à la fois pour EasyMesure. Et donc, en fait, on vous montrera donc les actions qui sont faites au niveau de l'ensemble de ce projet par rapport aux commits qui sont faits sur ces différents répertoires. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer le principe de ça. Donc là, on voit par exemple qu'on a fait au cours du sprint, on a fait de l'assistance, donc on a eu des rendez-vous EasyMesure en écran partagé, et donc on met ces rendez-vous dans le calendrier Google, et puis donc en fin de sprint, on est capable, donc, enfin même en cours, on est capable d'interroger ce calendrier de façon automatique pour pouvoir avoir les rendez-vous qu'on a eus, et puis la durée. Et donc là, on a passé 5 heures en support pour 4 rendez-vous. Donc on a eu un rendez-vous assez long là, récemment avec Ligne Librairie, c'est très intéressant. Voilà. Et là, je passe la parole à Thomas pour la BSN qui a parlé de nous. En fait, on aurait pu en discuter un peu ce matin quand Oui, Sophie Giraud était là, en fait, à l'initiative de Sophie Giraud. On a un espace dédié maintenant sur le site de la BSN. Donc on a fourni un descriptif et puis le schéma d'articulation pour présenter le dispositif EasyMesure et EasyParse sur le site de la BSN. Et on a maintenant, grâce à ce lien qui a été fait entre Sophie Giraud et l'équipe, on a un espace dédié sur le site pour poster des nouvelles du projet, pour faire des annonces, etc. Donc, voilà, on remercie le ministère pour cet espace qui nous est alloué. Donc ça a fait suite à la journée d'études du GTI, en fait, qui a provoqué cette demande de communication. Je continue là-dessus. Donc ça, c'était un sondage qu'on avait fait l'année dernière, dont on a collecté les réponses sur un mois à peu près. Et ça concernait la question de la proxification complète. Parce qu'en fait, on a été sollicité par plusieurs établissements distincts pour avoir une information sur qui avait déjà procédé à la proxification complète et comment ça s'était passé et quelle limite a été rencontrée. Et en parallèle, la question de mais au fait, tous les établissements qui utilisent EasyParse dans un contexte où ils ont tout proxifié, est-ce qu'ils utilisent encore les stats éditeurs? Parce que EasyParse est plutôt plus précis que les stats éditeurs. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de lancer un sondage et puis de remobiliser la communauté sur ces deux questions-là. Donc on a lancé un court questionnaire, on a obtenu 21 réponses. Et puis, on a profité du fait que le blog était en ligne pour publier les résultats. Donc, je ne vais pas les dévoiler ici. Pas de spoiler. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à aller lire le billet de blog très complet. Directement sur blog.easyparse.org. Lynn Library, je te laisse te parler. Oui, ou Stéphane. Tu veux en parler ou je peux le faire? On en parle. Donc, c'est toi qui les as Library, parce que en fait j'avais eu un premier contact avec eux dans le cadre de la facilitation de l'accès à la DocElec, qui était potentiellement intéressant pour les portails du CNRS, et en fait dans l'absolu, on a lors de la deuxième réunion pour plein d'autres usages en France et même à l'international. Ils ont aujourd'hui principalement des clients à l'international sur le sujet. Ils sont très intéressés pour avoir des clients français. Leur principe, c'est une extension d'un web, donc qui s'installe dans un navigateur web et qui a comme objectif de proxifier de façon très transparente l'accès aux ressources
et ils ont une start-up qui a 7 mois Comme le book market. qui est aux Pays-Bas et qui propose cette extension avec plusieurs un qui n'est pas encore développé aujourd'hui, qui est les statistiques d'utilisation. Et pour cette facette-là, ils sont en train en fait, de s'y pencher. Et leurs clients actuels, on a une trentaine dans le monde actuellement, leur ont déjà parlé d'EasyParse. Et donc, quand je leur ai parlé la première fois, je parlais d'EasyParse. Je leur ai signalé que les EasyParse, c'est nous qui le développions. Donc on a repris un rendez-vous avec Thomas et Dominique sur le sujet. Donc ils nous ont fait une petite démo de leur logiciel et on a convenu de mettre des scénarios de partenariat pour voir comment on pourrait contribuer et comment finalement ça pourrait s'articuler avec EasyParse pour ne pas réinventer la roue. Leur idée c'est vraiment pas de réinventer la roue, donc d'utiliser EasyParse bien de suggérer à voir. En tout cas, ouais, c'était très intéressant comme. C'est l'équivalent du book market. Allô? Pardon? Oui, est-ce que c'est l'équivalent? Allez-y parler. On n'entendait pas super bien ce qu'a dit le collègue. C'est l'équivalent du book market ou quoi? Oui, tout à fait. En mieux. En mieux. D'accord. En mieux, mais en plus cher. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été payants, Ah, c'est pas donné. Mais en fait, en se positionnant peut-être au niveau couperin, enfin au niveau groupement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. D'accord. Et c'est vrai que c'est séduisant comme solution, parce que nous, justement, on a décidé de proxifier à Besançon donc, à partir de septembre et on comptait présenter là prochainement le book market en fait. C'est la même fonctionnalité, en fait, c'est le même type de fonctionnalité, sauf que là c'est via une extension de navigateur. D'accord. Et juste une dernière question par rapport au book market. Vous en pensez quoi, vous? Ouais. Vous en pensez quoi de l'efficacité du book market? C'est mieux que l'efficacité maximale quand il est connu. Voilà, c'est mieux que de ne pas en avoir. T'as entendu la réponse de Thierry, Nabil, ou pas? J'ai pas entendu la réponse de Thierry. La réponse, c'est que c'est un outil très intéressant, mais qu'il faut qu'il soit connu par les utilisateurs. En fait, il faut que les utilisateurs l'installent dans leur navigateur. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Voilà. Donc en fait, une fois que c'est en place, c'est très efficace, mais il faut le mettre en place. Il faut que les utilisateurs. On est bien au courant. On a compris le fonctionnement en fait. Ouais, en fait, voilà. On compte lancer aussi une grande campagne de communication autour du book market. En fait. D'accord. Ah, c'est ça, ouais. Et je crois que le book market, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que la solution Link Library. Et deuxième effet, me semble-t-il, je suis pas un spécialiste et j'étais pas à la réunion, c'est que le book market, c'est obligé de le relancer sur toutes les pages. Alors que la solution Link Library là, qui propose, une fois que tu as proxifié une page et quand tu continues à naviguer sur le même site, ta proxification reste valable. Ah d'accord, ok. Intéressant, merci. Hein. Donc tu changes pas de site, ton authentification, tu restes proxifié sur le site. Et je ne comprends pas bien. Il y a une merdique ce fond.
Est-ce que vous nous entendez à nouveau? Ah, attends, peut-être. Non, mais là, il est dans le même. Est-ce que vous nous entendez? De reconstituer la page. J'ai un coupure de réseau, là. Je pense que si on peut vraiment améliorer, il faut qu'on bosse sur l'articulation entre Merci. Céline nous entend plus rien. Je crois que c'est bon. Céline? Ah, On vous a retrouvé. Par contre, coupure de réseau. Oui, c'est revenu. On d'accord. a eu un petit problème réseau ici. Donc, j'étais en train de, quand ça a coupé, j'étais en train de dire qu'on allait passer un appel sur la liste. Il y a un écho là. Non, c'est bon. On va passer un appel sur la liste et essayer de monter une démonstration pour les établissements intéressés. Comme ça, vous verrez par vous-même les avantages qu'il y a par rapport au bookmarklet que vous connaissez déjà ou vous connaissez pas d'ailleurs, pour voir à quoi ça ressemble. Par rapport au plugin, je crois qu'il y a une version, la première version de la bibliothèque qu'il avait développée qui est sur GitHub. Ah, ok. Parce qu'en fait, le fondateur de la startup Lean Library, il travaillait à la bibliothèque de Utrecht, ou je sais plus. Il était en bibliothèque universitaire aux Pays-Bas avant de lancer sa startup. Donc en fait, le besoin qu'il couvre, il est très bien connu, quoi. Il sait pas des gens de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur. On se comprend, quoi. Bon. Ouais. Du coup, tu aurais dit... Non, mais c'est bon, après les gens, ils ont coupé leur truc. Ok. On continue avec la partie analogique. Frédéric? Il faut juste qu'on rapproche le Jabra. Vous m'entendez? On a coupé le micro. On a coupé le micro. Alors, les métriques de cette sprint, donc nous avons toujours 352 plateformes recensées dans les eParts. Il n'y a pas de nouvelles. En revanche, il y a eu un nouveau parseur qui a été développé donc pendant le sprint, c'est le parseur de NCBI, je vous en parlerai après. Donc on est à 203 plateformes avec un taux de 57,67%. Donc au niveau des mises à jour des parseurs, on a fait une mise à jour sur l'Armatech grâce aux analyses de notre collègue Anne-Cécile Boris de Sciences Po Grenoble. Donc on en a détaché avec Yannick quelques consultations, un book section, un search et un touch. Et aussi par rapport à la plateforme JSTOR, nous avons fait une mise à jour. Et là, on a fait un petit focus, donc c'est l'ajout d'un préfixe 102307 qui correspond au préfixe d'une reconstitution de DOI. Donc les explications sont sur la diapo suivante. Voilà. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'en allant consulter un article chez JSTOR, on avait donc l'indication sur l'article du DOI. Je ne sais pas si on le voit en bas à gauche. On le voit ici. On a un DOI 102307 flash avec un numéro interne, et le numéro interne correspond en fait au numéro qui est ici dans l'URL. Donc c'est un numéro interne à la plateforme, et en fait Storm n'affiche pas le DOI dans l'URL. Donc en fait on s'est dit en reconstituant ce préfixe avec le numéro interne et en le testant dans Postgres, on s'est rendu compte qu'on avait des informations bibliographiques. Donc du coup avec Yannick, on a reconstitué le DOI, et maintenant automatiquement dès qu'il tombe sur cette URL, le parseur rajoute du coup cette plateforme ne reconnaissait qu'un
mais des évolutions. Oui. Et du nouveau parseur, donc on a aussi une demande de faire un parseur pour la base de données NCBI, donc qui est plus connu sous le nom de PubMed. Et notamment à l'INIST, c'est en accès libre mais proxifié, donc le service des négociations voulait avoir des usages de cette plateforme. Donc on a plus tout l'écran. C'est coupé? Non, 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 c'est juste que tu parles plus fort. Faut que tu parles très fort, oui. D'accord. En fait, il vaut mieux que tu parles. D'accord. Donc voilà, donc on a plusieurs R-types qui sont sortis des analyses. On a des search, des TOC, donc des TOC c'est des sommaires, des abstracts, des articles. Donc articles et book section c'est surtout dans la base PubMed centrale. Et il y en a une autre aussi qui offre la possibilité d'avoir des articles et des books en PDF avec les formats HTML et PDF. Donc ça a été testé dans EasyLogger, donc je vous invite aussi à tester dans vos EC la plateforme NCBI. Et il y a eu un article de blog qui a été fait pour cette plateforme qui est donc dans blog.easyparts.org. Là aussi, pour retraiter ces logs, si on veut avoir. Voilà. Oui, parce que là, je pense que quand même ça sera assez conséquent. D'une façon générale, à chaque fois qu'un parseur fait son apparition ou est mis à jour, il faut retraiter ce qui a déjà été traité si vous êtes abonné à cette plateforme. C'est un parseur non existant ou incomplet avec lequel vous auriez traité vos logs, une fois qu'il est mis à jour, si vous voulez avoir des données rétrospectives sur cette ressource-là, il faut refaire le traitement. Ça dépend de la configuration de votre configuration, mais sinon, il y a moyen d'automatiser le bulkmaker, peut le faire. Le bulkmaker, on a un utilitaire qui peut faire ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo que tu avais fait de tuto. Sur la chaîne YouTube, en fait, il y a un tuto vidéo de comment on se sert de ces bulkmakers. Si vos fichiers de log sont dans un répertoire, on lui indique le chemin de ce répertoire, on lui indique le chemin d'un répertoire dans lequel on souhaite avoir les résultats, et il fait le travail. En fonction de la quantité de logs, ça peut prendre un. Voilà. On peut lancer un soir. Voilà, oui, tout à fait. Non, ça ne plante pas. Si ça plante, on peut le relancer, et il reprend là où il en était resté, et il ne refait pas qu'il avait dit. On passe à la partie analogiste avec Yannick et Yannick. C'est bien là. Alors, pendant les dernières sprint reviews, ça fait plusieurs fois qu'on vous montre l'interface d'Analogist qui a dernièrement évolué. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'interface qui a été achevée et qui est à présent en production. Donc si vous vous rendez sur analyse.couperin.org, c'est sur cette interface que vous allez tomber. Donc, première chose qu'on peut noter, c'est que les liens qu'on avait l'habitude de voir en haut à droite sont passés maintenant à gauche. On retrouve notamment la version d'Analogist et tout un tas de liens vers tout notre écosystème, notre page d'accueil, notre mail, nos Facebook et compagnie. Et c'est ici également que vous retrouverez vos informations de connexion, ainsi que le choix de la langue. Je rappelle que l'Analogist est maintenant en français et en anglais pour nos amis anglophones qui veulent contribuer, comme notre cher Popescu de chez Muse. Voilà. Ensuite, dans la page principale, au niveau de la liste des plateformes, on remarque qu'elle est à présent paginée pour régler un souci qui apparaissait jusqu'ici, à savoir le filtrage sur un grand nombre de plateformes fait que ça ramait beaucoup. À présent, c'est magnifique, c'est fluide, c'est smooth, c'est
Ça coule de source, c'est superbe. Voilà. Ensuite, c'est quitté. Donc, on remarquera l'apparition de deux petits icônes ici, qui permettent de déterminer, de remarquer dans la liste assez rapidement les plateformes qui ont été certifiées avec les deux types de certification H et P, donc pour les certifier manuellement et avec comparaison des éditeurs. Et ces deux icônes peuvent se retrouver ensuite sur la page de la plateforme, ici, dans les certifications. Donc, la page de la plateforme, maintenant, donc les analyses ne se trouvent plus directement ici, ça se trouve sur un troisième niveau. Donc la page de la plateforme, elle montre les contributeurs, les éventuelles certifications et les informations principales. Oui, le 1 jour, c'est parce que Fred a fait quelque chose dessus, je crois. Enfin, là, je suis sur la pré-prod, hein, c'est des données juste de test. Hein. Donc ensuite, on a un troisième niveau pour arriver aux analyses. Et c'est là que se trouve la partie la plus intéressante. Maintenant, les analyses, on peut voir qui a fait la dernière mise à jour et surtout quand il a fait la dernière mise à jour. Notamment, par exemple, là, notre Frédéric, il a fait un truc sur cette analyse il y a 3 jours. Ici, il est toujours possible de les réordonner, évidemment. On a également un nouveau bouton ici qui va beaucoup servir pour la création des parseurs, à savoir, ça nous permet de générer à partir de des analyses un fichier de test qui peut être ensuite récupéré pour faire le fichier de test du parseur, justement. Qui va faciliter le travail du développeur qui va développer ça. Ouais. Je peux rajouter un truc. Oui, bien sûr. Le fait qu'on ait demandé plusieurs fois à voir les avatars des personnes qui font les analyses, c'est aussi pour pouvoir les recontacter facilement, savoir si l'analyse est récente ou ancienne, et justement ça permet de mieux communiquer, parce qu'avant vous demandez de mettre votre nom dans le titre de l'analyse, c'était compliqué, souvent on peut oublier, donc là au moins c'est plus simple, et ça permet tout de suite de savoir à qui s'adresser pour avoir des compléments d'information. Il faudra vraiment faire attention à ce qu'on écrit. Ah oui. Faire des commentaires rageurs. Non, c'était prévu depuis déjà. Ouais, c'était prévu Je depuis demande à longtemps. Yannick depuis plusieurs mois et Oui, jusque-là, on a pas mal de difficultés à identifier l'historique de qui a fait quoi. Et quand on revient sur une analyse existante, surtout quand il y a déjà pas mal d'analyses préexistantes, pour celui qui va s'occuper de mettre à jour le parseur, c'est compliqué. Il doit passer tout en revue pour voir quelles informations ont changé exactement. Donc là, au moins, ça permet de voir au moins quelle analyse a changé précisément et de ne pas s'embêter avec celles qui n'ont pas reçu de mise à jour. Et une précision supplémentaire, peut-être aussi, rappeler que c'est cumulatif. C'est-à-dire que les anciennes analyses, les vieilles URL, si jamais il y a une mise à jour de plateforme, on les jette pas, on les met pour les effets rétrospectifs, hein, quand on analyse des vieux fichiers de log, et ça s'accumule, on met des nouvelles analyses. le principe c'est d'en ajouter toujours des nouvelles, quitte à remettre une analyse qui existe déjà, mais avec ses propres commentaires, parce qu'en fait le fait de faire des commentaires sur des anciennes analyses, ça peut brouiller les pistes, parce qu'on a besoin d'avoir l'information au moment où la personne l'a fait. Et après, ça évolue, voilà, là j'ai vu ça que l'autre personne n'avait pas vu avant. Au moins, ça permet même pour quelqu'un qui n'est jamais allé dans l'analogie, de s'y retrouver plus facilement, parce que s'il y a plusieurs informations sur la même analyse, ça peut être compliqué à comprendre. Donc ne pas hésiter à en faire. Maintenant, c'est assez facile à manipuler. Ouais. Donc ensuite, si on va directement sur une page d'analyse, genre celle-ci, donc on n'a plus directement sur une même page l'analyse et la lecture, on a une page qui est dédiée juste à la lecture de l'analyse, qui permet d'avoir quelque chose d'un poil plus lisible, et notamment la première partie est... donc on a mis les informations principales
sous forme de, comment on va appeler ça, d'étiquettes qui sont directement visibles de façon à ce qu'on voit directement les informations dont on a besoin en arrivant dessus, quoi, sans avoir besoin de trop chercher. Le reste, c'est plus de l'esthétique, c'est toujours le même genre de table. Ensuite, si on revient... C'est fait? Si, oui. Ah oui, mais ça c'est encore dans la partie d'après. Donc, hop. Ensuite, on a une autre page pour ce qui est de la changer. Donc ici, c'est grosso modo la même chose qu'avant. Toujours, ça marche toujours de la même manière. La seule chose qu'il faut noter, c'est que les types, les formats et les champs reconnus, ils sont maintenant dans des listes fermées. Donc il n'est plus possible de mettre quelque chose d'arbitraire là-dedans. Si on veut rajouter quelque chose qui n'est pas dans une liste, il faudra le faire savoir, histoire qu'on en parle et qu'on voit si on le rajoute ou pas. C'est grosso modo la seule chose qu'il y a à savoir. On remarquera que les analyses sont modifiées, enfin sont sauvegardées au fur et à mesure. Donc à chaque fois qu'on fait le moindre changement, quelques secondes plus tard, ça se sauvegarde automatiquement. De cette manière, on est sûr qu'on ne sera jamais dans un état... J'ai oublié d'enregistrer. Jamais de doute, ce sera toujours sauvegardé. Hop. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le nouvel analogiste. Donc du coup, voilà, c'est cette version maintenant qui est en prod. Et voilà. Alors pas encore. Pour le moment. Ouais. Dans l'immédiat, il n'y a que 2 filtres par nom évidemment et par état, par statut. Mais effectivement, on pourra rajouter d'autres filtres et notamment les certifications. La partie c'est toujours Yannick. Donc, alors chose assez importante. On a réglé un problème au niveau de l'enrichissement Crossref. Il faut savoir qu'on a fait un changement relativement majeur sur Crossref fin 2016. Au niveau technique, on a changé pour un module qui était préexistant, enfin bref. Et il se trouve que depuis ce temps-là, la moitié des EC qui étaient enrichis par Crossref ne l'étaient pas. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, la moitié des EC qui avaient un DOI ou un PII, donc pour lesquels on pouvait interroger Crossref, ne retournaient pas d'informations. Donc, il faut savoir que ce problème a été identifié et corrigé. Par contre, du coup, il faudra bien penser à mettre à jour vos middleware pour pouvoir retrouver des EC bien enrichis et que les résultats ne ressemblent donc plus à un gruyère comme vous pouvez voir sur cette image. On va passer les deux. Il y a déjà un billet là-dessus. C'était fait. Il faut retraiter, mais mettre à jour les middleware avant. C'est pour ça que là, c'est vraiment la bonne occasion entre les nouveaux partenaires, les mises à jour plus Crossref, là, ça vaut le coup de repasser ces EC. Et nous nous excusons évidemment pour la gêne occasionnée. Voilà. Il a réussi à passer entre les mailles du filet malgré nos tests, on ne sait pas trop comment. D'une manière générale, si vous remarquez des choses, s'il y a des choses qui vous paraissent douteuses dans les résultats INPAR, il y a des trous, mais pas, ça me paraît drôle et tout ça, n'hésitez pas à nous le signaler le plus tôt possible, le plus tôt c'est signalé. Parce qu'en fait, dans INPAR, ça interagit avec beaucoup de modules et donc on a beau faire des tests, on essaye de vraiment bien tout checker, il y a des moments, voilà, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas envisagé et on n'arrivait pas à identifier au début. Pardon, excusez-moi. Oui. Oui, c'était juste pour demander, je ne me souviens plus, mais dans EasyPart, est-ce qu'il y a la possibilité en donnant juste un rapport, un ancien rapport EasyPart,
de pouvoir juste demander juste un enrichissement cross-thread après coup. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas de module, en tout cas pas de module tout fait pour faire d'un enrichissement post-traitement. Maintenant, techniquement, c'est pas impossible à faire. Parce que du coup, ça pourrait être intéressant, justement, du coup, je sais pas, il y a un problème, on peut, au lieu de tout repasser les logs, on passe juste le rapport où il y a les DOI, Ouais, du c'est vrai. coup, il va... Je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire, de faire une commande ou quelque chose dans le genre dans notre environnement EasyParse. En fait, on n'avait jamais eu le cas d'usage, le besoin, mais c'est vrai que d'un point de vue, c'est pas forcément très lourd. Et Parce qu'il s'agirait de prendre en entrée un CSV plutôt qu'un fichier de log, et de repartir sur la colonne DOI plutôt que de... Bah, l'idée, c'est que ça fasse vraiment juste l'enrichissement, quoi, en fait. Je trouve que là, on est dans une configuration où, en parallèle, il y a la mise à jour du middleware et l'apparition du nouveau parseur. Ouais. Du coup, Vous avez posé une question un peu similaire en off tout à l'heure pour l'enrichissement. c'est le fait que, du coup, peut-être que pour l'instant, c'est moins coûteux de repasser quand même ces logs, quitte à le passer 24 heures en week-end. En termes de temps de traitement, ça sera difficile. Ouais, pour enlever mon- Les logs, en fait, le temps, c'est l'enrichissement. Oui. C'est l'appel à des API externes. Donc, pour moi, c'est la meilleure. Ouais. C'est vrai que le boulot d'étranglement, de toute façon, Et de toute c'est... façon, de commande aussi, de toute façon, quelque chose de technique à faire. Julien, t'as entendu la réponse C'est un de peu haché, Stéphane, mais je regarderai c'est parti boire un café. en streaming après. D'accord. Mais merci. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est l'enrichissement cross-ref qui prend le plus de temps dans un traitement de log. Et donc, en fait, si tu isoles le traitement cross-ref, tu gagnes pas tellement plus de D'accord. temps par Non, rapport mais à... c'est dans le cas où, par exemple, les logs d'origine n'ont pas été conservés, ou on a gardé que les rapports EasyParse, quoi. Par exemple. Ah oui. Après, on a une option de traitement de log dont on ne fait pas beaucoup la publicité et dont on pense qu'elle pourrait être utile. C'est celle d'utiliser EasyParse comme un filtre seul, sans enrichissement, où juste tu dégages les lignes de log inutiles et du coup tu conserves des fichiers de log qui sont beaucoup plus Ah oui, j'ai vu minces ça. Oui, effectivement. que ceux de départ, notamment pour des raisons de Oui, stockage. j'ai vu la fonction. C'est une option qui s'appelle Clean On. Elle est utilisée, mais Ouais, ouais. pas utile pour ça. Ouais, j'avais vu ça. Ouais, effectivement, ouais. C'est une bonne solution. Il faut faire attention aussi, si on ne conserve pas ces logs, ça veut dire qu'on ne pourra pas profiter des futures nouvelles plateformes qui seront... Ah oui, oui, je suis conscient de ça. C'est ça. Ouais. C'était Mais dans le le- cas où... mais- attendez. Contrainte de conservation des données. Enfin, les logs, tu ne peux pas les conserver non plus tout ça. Mais de toute façon, les logs qui sont filtrés sont censés être non pertinents. Donc, Moi, je pense que la solution la plus simple quand on envisage le retraitement, c'est celle-là, c'est d'avoir mis de côté déjà une version très filtrée. Ouais. Et qu'ensuite, c'est cette version filtrée que tu repasses avec l'arrivée de nouveaux parseurs, avec l'arrivée de correction, etc. Ouais. Est-ce qu'on pourra refaire un truc de bonne pratique sur ce point-là? C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des domaines, des nouveaux domaines, tout change. Hein. Et les mêmes plateformes, un même éditeur va changer les domaines de sa plateforme ou la forme d'URL. Donc c'est dommage de perdre les logs en sachant que finalement. On continue? on continue? On continue. Donc, deuxième chose, on a revu le scrapper qui nous permet de récupérer des bases de connaissances sur la plateforme Beacon. Hop. Il se trouve que ça touche à un assez grand nombre de plateformes. Je vais en faire une démo de la nouvelle version, ça va durer pas très longtemps, pour montrer de quelle manière ça fonctionne. Ouais. Ah, c'est bon. De quelle manière ça fonctionne. Donc là, on va chez Springer. Hop, là. Et donc, on lance simplement le scrapper.
Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer les différents, la liste des packages qui existent chez Bacon, et il va récupérer les derniers en date. Donc du coup, on en a pas mal chez Springer, j'ai l'impression. Et ça marche aussi bêtement que ça récupère tout en parallèle. Et si jamais on le relance, il va constater qu'ils existent déjà et il ne va pas les télécharger. Donc voilà, c'est notre scrapper Bacon était bancal depuis un certain temps, et du coup maintenant on va pouvoir reprendre les mises à jour de base de connaissances à partir de Bacon. Voilà. Donc là, on arrive à la partie des mesures. Donc, j'ai déjà évoqué, au cours du sprint, on a eu pas mal de réglages à faire. Donc, Thomas aussi l'a évoqué au niveau des instances en production, comment on les configure, comment on les paramètre, etc. On a eu le problème des erreurs 503 en cas de trop de connexion. Donc, on a cherché à comprendre, on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre. Donc on a ouvert des tickets avec la licence qu'on paye, donc ça nous permet d'avoir un support. Et donc on en a profité et ça nous a permis d'écarter en fait à chaque fois pas mal de choses. On pensait que ça venait du Kibana et d'Elastic, et en fait non. Bah, souvent ça vient du proxy, souvent ça vient d'un paramétrage, du fait qu'on n'utilise pas l'outil, enfin bon, que si on laisse les paramétrages par défaut, c'est pas forcément les meilleures choses. Voilà. On peut passer. Donc là, en plus, Kibana, en fait, c'est vraiment fait pour aussi du monitoring. Et donc, pour essayer de comprendre tous ces problèmes-là, on a utilisé Kibana. Ça nous permet de voir en fait les pics de requêtes quand on utilise le Kibana. On vous a demandé de faire des tests de connexion, hein, où on s'est tous mis en même temps pour voir ce qui se passait. Et donc là, on voit les pics de connexion, on voit le nombre de requêtes qui augmente quand on est tous ensemble sur la machine, on voit le temps que met l'instance pour répondre, et ça nous permet de diagnostiquer en fait où peut se trouver le problème. Ensuite, on arrive au chargement. Donc là, on voit les organismes qui nous ont déposer des événements de consultation EasyParse et qu'on a chargé. Donc Lyon, Franche-Comté, etc. Et puis là, c'est encore une vision du monitoring qu'on peut faire avec Kibana. Thomas l'a un peu évoqué ce matin, c'était peut-être un peu plus clair sur ces schémas, sur ces slides. Là, j'ai laissé les choses un peu brutes. Donc on a un monitoring qui peut se faire sur les index, avec donc là les trois paquets, c'est donc les VIP CNRS, les universités et ISTEX, je crois. Je ne vois plus trop bien, mais c'est ça. Donc en fait, on peut aussi filtrer donc sur les noms des index et suivre en live en fait. Hein. Si vous regardez en bas là, voilà, il y a on suit l'indexation en cours. Si tu lèves un peu la souris sur la première ligne, un peu sur la droite, on voit qu'il y a 200 documents par seconde qui sont indexés ici, là, je crois que c'est ça. Et donc, on est en cours d'indexation sur un index ISTEX, donc on peut suivre comment se passe l'indexation. Si on clique, on a encore plus d'informations et tout ça. Donc, on est vraiment, ça permet vraiment de bien administrer de façon précise ce qui se passe au niveau de l'application. Et donc, on a rechargé tous ces index aussi, c'est ça aussi qui était important, c'est qu'on les a tous rechargés, donc tous les biblios, les ISTEX et les BIP CNRS, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont Elasticsearch, Kibana, ils sont assez réactifs et assez productifs, et donc il y a des nouvelles versions qui sont produites. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 6 est en bêta, on va bientôt passer, on est en 5.5 actuellement, on va passer bientôt en version 6, donc ça veut dire encore des nouvelles fonctionnalités, plus de performance, etc. Voilà. Oui, alors pour les BIP CNRS et pour ISTEX, actuellement on est dans une configuration où les index sont mis à jour quotidiennement en fonction de la production des
des logs, c'est-à-dire que les logs sont produits, il y a un EasyParse qui tourne tous les jours sur ces logs, qui produit un résultat, ce résultat tous les jours est chargé dans EasyMesure, et donc on est en mesure d'avoir des rapports à jour sur Istex et sur les BIP CNRS, ce qui nous permet, le slide suivant, c'est la transition, de pouvoir proposer en fait cette fonctionnalité dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc un service qu'on pourrait mettre en place d'envoi périodique de rapports PDF par mail. Et on a testé ce service en faisant des envois quotidiens de rapports PDF, c'est-à-dire voilà, quelles étaient les consultations d'hier sur BibCNRS ou sur Istext, sauf que en mettant en place ce service, donc qui est administré via Kibana avec ce qu'on appelle des watchers, hein, c'est la façon de procéder où on donne une date, on donne un déclencheur. On a mis ce service-là en test tous les jours sur BibCNRS et sur Istext et on avait des soucis parce que de temps en temps ça marchait, de temps en temps ça marchait pas. C'est-à-dire qu'on recevait bien un mail, on recevait une pièce jointe, mais le truc c'est que quand on cliquait sur la pièce jointe, de temps en temps il y avait des erreurs. Donc c'est ce que vous voyez en rouge. Il y avait des fois des erreurs sur un, pas sur l'autre, etc. On comprenait pas, donc on a ouvert des tickets, on a essayé de comprendre. J'ai essayé de faire du suivi, vraiment on savait pas, est-ce que c'est la taille, est-ce que c'est donc le temps de traitement qu'il faut allonger, tout. On a fait varier pas mal de paramètres, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive de façon tout à fait inattendue, qu'en réglant le problème des 503 qu'on avait et qui était dû à une configuration du proxy, ça réglait aussi ce problème-là. Et donc maintenant, ce problème est réglé. Donc là, j'ai mis, on voit pas, mais c'est la configuration du proxy qu'il faut avoir pour que tout fonctionne bien. Donc le proxy, c'est un intermédiaire qui permet de faire un peu de sécurité au niveau init, mais qui est quand même, qui perturbe quand même pas mal de choses souvent. Et donc maintenant, on a résolu ce problème et donc on est en mesure d'avoir systématiquement des rapports PDF en pièce jointe des mails qui fonctionnent bien. Donc là, c'est la suite. Donc voilà comment ça se présente au niveau de comment on le configure au niveau Kibana. Donc je le disais, on a un déclencheur, donc ça peut être une date, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être du genre beaucoup de consultations pour un jour donné, enfin c'est des critères qu'on peut fixer. Le service qu'on propose là actuellement, ça sera une date du genre, tous les lundis, je veux qu'il y ait un dashboard qui est destiné à être produit en PDF, qui soit envoyé à une liste d'utilisateurs. Donc là, on a mis ça en place pour au niveau init-CNRS, pour les BIP-CNRS des 10 instituts. Donc, tous les lundis, actuellement, par un mail qui contient en pièce jointe un rapport qui relate les consultations de la semaine passée. Donc là, c'est encore en test, c'est pour roder le truc, et puis donc on passera après à un envoi mensuel. Donc, à partir du moment où vous avez, ce qu'on vous propose, c'est ça, à partir du moment où vous avez mis un EasyParse en local chez vous, qui fonctionne de façon automatique, qui est automatisé, que vous avez peut-être aussi pu mettre un fonctionnement automatisé d'EasyMesure, en tout cas c'est relativement facile à faire, si vous avez su automatiser le traitement avec EasyParse, on sera en mesure de vous proposer ce service d'envoi de rapports PDF à une liste de vos utilisateurs, hein, ça peut être 2, ça peut être 10, via une liste de diffusion que vous pourrez administrer vous-même. Donc vous pourrez éventuellement ajouter des utilisateurs, retirer des utilisateurs qui recevront ce rapport PDF. Voilà. Donc ça, c'est un service qu'on voudrait proposer. C'est un truc relativement basique, relativement simple. C'est plus pour faire du suivi de fonctionnement que pour faire effectivement des études de consultation. Mais c'est un premier point qui peut aussi être moteur pour les gens qui mettent en place justement tous ces traitements automatiques et qui ont pour tâche de vérifier que ça fonctionne bien. Alors, on vous avait présenté, toujours dans le blog EasyParse, donc vraiment je vous conseille d'aller voir le blog parce qu'on y met plein de choses. Donc on vous avait présenté un ticket de blog sur ce que vous a présenté ce matin Dominique, les tableaux de bord uniques. Et on vous l'avait présenté sur les tableaux de bord uniques donc des universités. Donc je vous le remontre, je ne vais pas le détailler puisque Dominique l'a fait ce matin.
Il veut bien venir. Voilà. Voilà. Donc, on a maintenant, initialement, à chaque fois que vous nous envoyez vos données, on crée un tableau de bord par défaut par université. Et donc maintenant, nous avons créé un tableau de bord unique. Donc, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est de voir que c'est agrégé donc, par université. Et ce tableau de bord vous permet donc de voir toutes les données. Enfin, vous permettra pas, mais permet d'avoir toutes les universités, d'avoir un seul tableau de bord. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que grâce au plugin sécurité, chaque université se voit affecter un rôle et grâce à ce rôle, il ne peut voir que les données de son université. Pour le moment, il ne pourra pas voir les données des autres universités. Ce tableau de bord va remplacer à terme les tableaux de bord par défaut et ça devrait se faire courant, enfin, fin septembre ou début octobre. On devrait pouvoir le changer. Et donc concrètement, nous avons fait la même chose sur les tableaux de bord des biblios, donc des portails biblios, et donc c'est agrégé là par les petits portails biblios, et également pour les BIP CNRS, donc agrégé par les 10 instituts du CNRS. Et concrètement, donc là je suis connectée en tant qu'administrateur. On va voir que j'ai accès donc au tableau de bord des 10 instituts. Mais si moi je me connecte en tant que Sylvie Franck, ayant droit de l'Institut IN2P3 uniquement, donc voilà, je vais aller rechercher mon tableau de bord. Voilà. Donc moi je ne suis que ayant droit à IN2P3, eh bien, je peux voir que dans ce même tableau de bord, en me connectant, je n'ai accès uniquement aux données, enfin j'ai accès uniquement aux données de IN2P3. Je ne vois pas les données des autres. Alors là, ça c'est le tableau de bord pour les BIP CNRS. Donc, oui, ça c'est le BIP CNRS. C'est un tableau de bord commun, mais pour les BIP CNRS. Et il y a effectivement le même type pour les unis. Et je crois que lui, on l'a laissé. Bon, on peut les voir. Si j'ai accès, je ne sais pas si moi, en tant que Sylvie, j'ai accès, mais... Celui-ci. Je ne sais pas. Non, c'est celui-là, c'est l'agrégé celui-là. Ah. Non, non plus, alors j'ai un petit peu de mal à le voir. Mais, ah, là, Toulouse 3. Ah non, c'est peut-être. Ça doit pas être ça. Si. C'est ça. En fait, ce qui est passé, c'est que là, pour l'instant, oui, ça en fait, on va fonctionner selon le même principe que ce que vous connaissez, sauf qu'au lieu de partir d'un tableau de bord par établissement, donc là, à chaque fois que vous nous envoyez des données, à chaque fois qu'un établissement nous envoie des données, s'il n'existe pas déjà, on crée un tableau de bord dédié pour son index dédié. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un tableau de bord commun qu'on applique à tous les index sans distinction. Parce que pour nous, côté logistique, c'est plus simple d'avoir à maintenir un seul tableau de bord commun que en 20 Par contre, pour vous, côté établissement, ce sera la même procédure. Vous allez récupérer le tableau de bord commun et vous allez en faire une copie que vous modifierez à l'envers. Donc vous pourrez y rajouter ou enlever des éléments qui... Après, oui, on pourra rajouter en fonction des demandes des gens.
Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le genre de truc, typiquement, il ne faut pas hésiter à suggérer des trucs. Donc voilà, c'est la même chose donc, que je viens de vous montrer pour les universités. Et donc, si je suis Université de Lorraine, je ne verrai que les données de l'Université de Lorraine, par exemple. Frédéric, tu présentes le tableau de bord? Alors pour compléter les tableaux de bord XMRS, on a rajouté deux autres tableaux de bord un peu plus spécifiques, notamment qui sont axés sur une base de données qui s'appelle Web of Science. Donc c'est une base de données spécifique qui est très constituée. Et donc son usage avait un intérêt pour le portable. Donc on a créé ce tableau de bord avec le même principe que le CNRS, on a une équipe utilisée également par ça c'est vraiment l'usage à l'usage interne. Hein. Et on retrouve aussi des choses un peu plus spécifiques, notamment on peut voir les différents domaines qui sont pris en compte par le sur la plateforme. Il y a plusieurs domaines en fait qui sont pris en compte. Il y a le Web of Science, il y a aussi le JTR qui est le facteur d'impact. Donc on a mis aussi les articles, les différents articles qui sont utilisés sur en revanche, on ne peut pas on peut pas qualifier les consultations de Web of Science, mais on a quand même dans le JTR, des facteurs d'impact, on arrive quand même à donner une revue qui est la demande d'un facteur d'impact d'une revue et de son année. Donc ça, on l'a précisé en dessous, en bas du tableau de bord, parce que c'est des informations mais vous l'avez par le fait que dans le web, oui, avec le niveau, oui. Sur le tableau de bord, vous devez pouvoir cliquer sur votre à ce moment-là. Là, c'est vraiment spécifique. Et comme on a quand même un tiers et demi, vous avez un en fait, avec une ressource particulière, un ISF particulier, caractère de modèle à pour la projeter sur ses propres données. Finalement, vous avez ce modèle d'accord et on projette sur parlement et vous pouvez très bien aller sur une visualisation, noter les éléments qu'on peut les reprendre et montrer les mêmes choses. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir utiliser ces déjà. Donc là, on a aussi un focus sur SQL, aussi donc on a aussi divisé donc, par institut. Et ce qui était important, ce qu'il montrait dans ce tableau de bord, c'est la part importante en fait dans l'XML de l'OpenURL. C'est une plateforme quand même avec il n'y a pas d'identifiant qualifiant les recherches. On avait, il y a quelques mois, on en avait parlé dans on avait créé avec Yannick une OpenURL parce que c'était une URL intermédiaire avant d'arriver sur le éditeur. On avait des informations bibliographiques sur les consultés, un élément d'information. Et là, donc, ce n'est pas des réelles consultations, bien sûr, mais c'est un type d'information. On a quand même une part importante, parce qu'on avait 450 de string, surtout quand même avec 3%. On va faire un bout, on va faire
Et voilà. Sujet, c'est intéressant. Là, vous avez, dans cette open URL, vous avez le oui, donc en fait, on peut par rapport là, pour les focus qu'on a fait en tableau de bord, et puis ben, il y a d'autres possibilités encore. Une mesure user, Le tableau de bord texte, mais il a été présenté ce matin par Dominique. Vous voulez qu'on Peut-être rouvre rapidement? On va travailler dessus quand même. Donc, c'est pareil, le tableau de bord texte, on a travaillé dessus depuis plusieurs semaines, notamment avec la collaboration de l'équipe, que je remercie, pour représenter apparemment. Donc, ce tableau, donc celui-là, c'est un usage interne de l'équipe, justement pour pouvoir retravailler ensuite sur des éléments de réflexion. Donc là, on retrouve donc, des métriques qui ont été quand même fixées à la base en retirant tous les postes de développement uniques, les postes de développement donc pour ne voir que ce qui est à l'extérieur. Donc c'est important. On est à 40 millions. 40 millions. En interne, on fait que nous-mêmes. On fait pas ça. Ce qui était intéressant, c'était quand même de savoir quels établissements et quels outils étaient utilisés pour accéder à la donc là, on a quand même déjà fait un filtrage par type de consultation. Donc il y avait des aspects documentaires, des PDM, et puis des robots, et la pas été encore on retrouve bien sûr le RT qui est attribué sur ça, et aussi le sexe genre, donc c'est le travail de mapping de data, justement pour attribuer un type correspondant au mieux au document qui est en fait. Et puis on voit aussi, là ce qui est important, c'est les établissements, bien sûr, c'est tout l'établissement ESR et enfin le SID, donc c'est et donc le c'est indicateur Fox Chrome Internet. Et en dessous, on a donc des renseignements documentaires, c'était demandé par de faire figurer donc les corpus qui ont été publiés. On peut voir aussi de publication, l'année, publication et aussi les langues. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les mesures pour présenter En fait, c'est plus beaucoup de tableaux. Ah, merci. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui. On a coupé les micros. On a coupé les micros. C'est bon. Ok, merci. Donc, on continue. Hop. Donc là, c'est Thomas qui va parler. Oui. Qu'est-ce qui fait là dans le chat Oui. de Connect. Mais après, elle a dit un truc dommage. Quoi, elle a rajouté. C'est dommage.
On vous entend vraiment très mal, c'est dommage. Je peux avoir l'ordinateur. Là, bien là, peut-être. Ouais. Parce que la caméra, il y a tout ça, c'est un style qui vient là. Bouge pas, là. Donc, dans le courant de ce sprint, parallèlement donc, au travail mené à l'INIS, donc l'UL a travaillé sur l'implémentation, à la fois preuve de concept et implémentation, parce qu'en fait on est en opérationnel là, d'une chaîne donc de traitement qui va d'EasyParse à EasyMesure, en utilisant pour la qualification des événements de consultation un outil qui s'appelle Agimus. Alors Agimus, je le rappelle, donc c'est un logiciel qui est actuellement implanté dans un certain nombre d'établissements de l'ESR en France et qui permet de créer des tableaux de bord numériques à partir des traces laissées par les usagers dans les fichiers de log. Donc ça rappelle quelque chose. Donc c'est non seulement un fonctionnement qui est un petit peu similaire à celui d'EasyParse, mais en plus il est basé sur la même suite logicielle Elasticsearch que EasyMesure. L'Université de Lorraine est un établissement pilote d'Agimus, puisque le chef de projet est Julien Marchal qui travaille à l'UL. Donc Agimus est implanté dans un certain nombre d'établissements en France actuellement. Et donc, bon, ça fait déjà un petit moment qu'il y a des interactions et des échanges avec le projet EasyParse. Et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a fait la preuve de concept d'un branchement de l'instance EasyParse, donc d'un établissement, dans Agimus. Donc ça a été fait à Lille et en Lorraine. Donc l'idée avec ce travail-ci, c'était de compléter cette chaîne-là et donc d'utiliser en fait les sorties EasyParse enrichies par les données LDAP dans Agimus, donc de les envoyer une fois enrichies dans EasyMesure. Donc ça donne le schéma de fonctionnement un petit peu plus détaillé qui est ici, c'est-à-dire que on voit le pointeur de la souris. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, on a évidemment assez classiquement ici donc, les logs EasyProxy qui sont envoyés à EasyParse. Et donc les sorties EasyParse sont ensuite envoyées à Agimus donc pour l'injection de données en provenance du SI établissement. Donc, dans les données qui ne seront pas envoyées à EasyMesure, on a aussi, puisqu'on a une réelle utilité en fait à utiliser Agimus également pour l'analyse locale. Ça c'est quelque chose qui est encore en cours, mais qui est assez prometteur. Donc, on a un vrai intérêt aussi à utiliser les données EasyParse dans Agimus parce qu'on peut les croiser avec des données d'utilisation du Moodle, d'utilisation de l'ENT, les données d'utilisation Wi-Fi, les types de terminaux qui sont utilisés par exemple pour accéder aux ressources, donc mobile ou ordinateur. Donc tout ça, ce sont des données qui vont rester à l'UL, mais on va se servir également d'Agimus donc pour ajouter les données de composantes, les données de niveau étudiant, les données d'appartenance labo, les données d'appartenance au pôle de recherche donc dans lesquels la recherche est organisée à l'Université de Lorraine, et donc avec un rendu visuel évidemment sur le portail national EasyMesure. Donc ça donne des choses un petit peu de ce genre-là. Donc où là, on est dans EasyMesure, donc on peut avoir ici par exemple un tableau de bord donc avec une focalisation sur l'enseignement, donc où on peut filtrer par collégium et par composante. Je ne sais pas si je peux d'ailleurs du coup aller dessus. Je ne serai pas authentifié. Ah bah si, je suis bon. Ouais. Voilà. Donc ici, je peux par exemple filtrer sur le Collegium Technology. Voilà. Quand ça veut bien. Voilà. Filtrer ensuite sur, par exemple, mettons un IUT particulier. Ouais, non, je vais peut-être rezoomer. Non, mais c'est la souris qui réussira bien.
Voilà, donc avec tout à fait dans la logique Kibana et dans la logique EasyMeasure, évidemment, un rafraîchissement des données. Donc la même chose pour du profilage par plateforme, ce sont évidemment des exemples de tableaux de bord, ou pour du profilage des composantes de recherche. Donc c'est un modèle qui nous plaît bien, qui est un petit peu limité à l'UL, parce que du coup on aura, ça ne va concerner les données qu'à partir de la mise en place de la solution, donc c'est-à-dire à partir du mois de juillet. Il faudra trouver le moyen de lier ça avec les données EasyParse qui sont déjà dans mesure sur un profil, dans EasyMeasure sur un profil séparé, mais sur un index séparé, mais bon, en tout cas, c'est une solution qui nous convient assez bien. C'est hyper intéressant. C'est vraiment bien ce que vous avez fait au niveau UL, et j'aimerais bien qu'on puisse faire ça avec tout le monde, en fait. Donc, ça serait... En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'enrichissement est à la portée de où est-ce qu'il est, ou est-ce qu'il faut déjà que Alors, Lille, Nicolas Kahn avait documenté à l'époque l'installation conjointe d'EasyParse et d'Agimus. C'est-à-dire qu'ils ont installé Agimus dans le but exprès d'analyser et de qualifier les éléments de consultation EasyParse. Ensuite, c'est vrai que peut-être que dans notre stratégie de communication autour de ça, il va être intéressant de cibler d'abord les établissements qui sont déjà utilisateurs d'Agimus. Et Agimus, une fois qu'EasyParse est branché dans Agimus, la qualification se fait toute seule. C'est la raison d'être d'Agimus. Après, on peut qualifier sans passer par Agimus. Hein. Oui. Oui. Tout à fait. C'est ce qu'on faisait ici en fait, Julien. Oui, on pouvait caractériser les utilisateurs sans passer par Agimus, directement depuis EasyProxy. Oui, alors j'ai oublié de préciser d'où on vient en fait. Nous, moi, quand je travaille sur les données EasyParse depuis 3 ans, pour qualifier les données utilisateurs, je n'utilisais pas Agimus. Disons qu'Agimus était l'occasion d'avoir une véritable automatisation de ce processus, tout en rendant possible l'intégration des données EasyParse dans des tableaux de bord qui dépassent largement d'ailleurs la seule documentation. Donc on gagne un petit peu sur les deux tableaux là du coup. Et le travail de qualification quasiment manuel que je devais faire jusqu'à présent, notamment par les post-traitements dans Visocchio, je l'évite en fait avec ça. Et je vais pas, je vais pas mentir en disant que c'est pas forcément un mal. Le problème que j'ai moi, c'est qu'il faut que à chaque fois qu'ils prennent leur map de diplôme, tous les codes après les changent et il faut que je redéclare tout, que je rechange. Alors, Agimus, normalement, ramène les données en temps. Enfin, c'est vraiment du temps réel. C'est-à-dire que ça va être la qualification de l'événement de consultation au moment de l'événement. Mais après, on a, parce que le code diplôme, c'est bien, c'est le code étape à projet. Dans ce qui est envoyé dans EasyMeasure, pour l'instant, il y a les informations d'affiliation, donc selon le système d'annuaire qui est un petit peu, le système de référencement des affiliations qui est un petit peu propre à l'UL. Il y a également, alors ce qu'à l'UL ils appellent les business catégories, c'est-à-dire les grandes catégories usagées. Et puis effectivement, des données étapes qu'on a tenu à envoyer, parce que à un moment, quand on va travailler à la mise en commande des données, ça va être un plus. Je n'ai qu'une partie.
Donc, Je sais pas, il y avait... Donc de toute façon, pour approfondir sur le sujet, comme je l'ai déjà dit ce matin, on va programmer des réunions thématiques sur le sujet et donc sur lequel on expliquera peut-être plus en détail ce qui a été utilisé au niveau Agimus, comment fonctionne Easy Agimus, quels indicateurs on souhaite mettre en commun. Et ça, on va le faire. Donc on va programmer des réunions là, donc d'ici les jours qui viennent. Et on vous invite à participer à ces réunions. Ça sera on fera une partie en présentiel au niveau UNIST pour ceux qui veulent, si jamais à l'UL ils veulent venir. Mais sinon, on fera aussi ça à distance et on pourra en discuter aussi sur les listes pour avancer des arguments. Donc nous, par rapport à cette opération, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui peut faciliter et fluidifier les flux. En automatisant vraiment donc tout ce qui permet d'automatiser. Et Agimus, c'est une boîte qui justement est faite pour ça et donc il y a déjà pas mal de choses d'automatiser. Donc nous, ça nous intéresse. Donc après, effectivement, il n'y a pas que Agimus. Donc là, je réponds à Julien. Donc on peut aussi donc enrichir sans Agimus. Le faire aussi de façon automatique et donc tout ce qui permet d'automatiser, de fluidifier nous intéresse. La ligne de vie. Je laisse répondre. Donc la ligne de vie, Dominique vous l'a présentée. Donc actuellement, donc on en est là, au mois de septembre, pardon, sprint 16. Donc le prochain sprint devrait être plutôt rapide. Ça doit être un petit sprint puisque celui-ci a quand même été très long. Et ce sera sûr. Alors, on est toujours dans moi je suis toujours dans cette idée de faciliter les chargements dans EasyMesure. On va proposer, le planning ce sera la semaine prochaine. On va vous proposer en fait jusqu'ici on vous disait de déposer les fichiers EasyPart. Donc soit vous connaissez la commande EasyMesure que vous avez installée et vous pouvez vous en servir avec le token pour pousser des données EasyParse automatiquement. Bon, ça c'est très bien. Dans le cas où vous ne l'avez pas encore fait, on vous disait de déposer ça sur Renater, sur FileSender de Renater. Mais donc du coup, ça voulait dire des opérations manuelles de votre côté et de notre côté. Ce qu'on va proposer là, c'est une interface via EasyMesure pour déposer les fichiers, ce qui fait que ça nous permettra aussi d'avoir une archive de ces fichiers qui sont déposés aussi. Parce qu'avec la commande EasyMesure, pour l'instant on ne l'a pas. Et donc du coup, d'avoir un chargement dans la foulée, de peut-être pouvoir mieux suivre les chargements. Donc a priori, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très lourd à mettre en œuvre, qui pourrait tenir dans le sprint et qui, je pense, apporterait un plus au niveau utilisateur. Voilà. Non, je pense que ça sera directement dans l'interface. On se connecte sur EasyMesure, il y aura un onglet dépôt ou je sais pas comment on va imaginer ça. Et puis on fera un glisser déplacer des fichiers, voilà, tout simple. Voilà. On conserve pas d'archives, c'est traité, c'est indexé en direct et on ne peut pas repasser. Voilà. Donc voilà, le prochain revue de sprint, donc aux alentours du 5 octobre, du 2 novembre et du 7 décembre, c'est pas encore fixe, hein, mais ce sera aux alentours de ces dates-là. Voilà, on vous a présenté beaucoup de tableaux de bord, beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. À distance, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, oui.
Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions ou des remarques Peut-être une suggestion. Alors, je sais pas, ce matin, j'ai été obligé de discuter à midi. Je sais pas si ça a été abordé. S'il y avait une piste de réflexion sur éventuellement le partage de visualisation ou de dashboard. Je pense que ça pourrait aider certains à se lancer ou, Ben, on l'a juste. ou s'inspirer. On l'a juste évoqué. Après, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que le fonctionnement actuel du Kibana fait que tout le monde a accès au dashboard de tout le monde, sans voir les données, hein, qu'on soit bien clair. Donc du coup, bon, c'est un petit peu, on peut essayer d'explorer, essayer de voir ce qu'ont fait les autres, sans forcément effectivement pouvoir savoir ce que ça donne, puisqu'on n'a pas accès aux données. Je sais qu'effectivement vous, enfin toi, pour RN2, ça fait pas mal de choses qui sont intéressantes. Oui, mais en fait, nous, quand on a, quand Oui. oui, qui parle. Oui. Donc là, Thomas disait, si pour ceux qui n'entendent pas bien en ligne, que si vous avez modifié les tableaux de bord par défaut, si vous avez fait vos propres tableaux de bord et que vous avez des choses intéressantes, enfin que vous considérez comme intéressantes et qui peuvent être partagées, dans cet ordre de discussion de savoir quels peuvent être les attributs communs qui peuvent être remontés, etc. Et puis les dashboards qu'on pourrait avoir en commun, en fait, intervenez sur la liste. Donc, je le répète, je l'ai déjà dit ce matin, j'aimerais qu'on fasse des réunions thématiques, donc en parallèle des comités techniques. Donc les comités techniques, on fait des points, donc 2 points par an généralement. Donc on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, un peu aller dans les spécifications. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un moyen de faire ça et éventuellement, et surtout de prendre des décisions à ce sujet-là. Et donc c'est ça qu'on va faire. Donc on va programmer des réunions thématiques. Ça pourrait être sur les tableaux de bord, ça pourrait être sur les attributs communs à reverser dans les e-mesures, ça pourrait être sur les tableaux de bord ISTEX pour les organismes. Et donc on programmera ces réunions, à l'issue desquelles on prendra des décisions. Et donc je vous invite à y contribuer pour pouvoir vous faire entendre et pour pouvoir obtenir des choses qui répondront à vos besoins. Voilà. Je sais pas si ça correspond à un besoin. Ouais. D'un côté, les établissements qui font évoluer les tableaux de bord numériques qu'on propose. Derrière, il peut y avoir des idées à pêcher, et à un moment, il faut les consolider quelque part pour, par exemple, proposer un tableau de bord dédié à une revue, dédié au vote, dédié à et ça, comme tu l'as dit, si jamais on le propose à un établissement, il va le voir, mais il est vide. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer mettre un index avec des données anonymisées pour lesquelles on viendrait brancher ces données modèles, Je pense que c'est pour que chacun puisse aller faire son marché tableau et derrière, hop, on lui lance son index et ça marche. une très bonne idée. Malheureusement, on n'a pas. Un tas de sable, quoi. Malheureusement, on vous entendait mal. C'est quoi la très bonne idée? On vous le dira quand on sera rentré. Non, je vais répéter en fait. Des données anonymisées, on n'a pas très bien compris. Je plaisantais. Voilà. Donc l'idée c'est de quand chaque organisme customise son tableau de bord, enfin fait ses propres adaptations. En fait, même si on voit ces tableaux de bord, si tout le monde dans le Kibana voit ces tableaux de bord, tout le monde n'a pas forcément accès aux données qui sont visualisées dans le tableau de bord en question, parce qu'il y a les protections sur les index. Donc l'idée, ça serait de faire un index anonymisé
dans lequel on mettrait des données qui seraient accessibles à tout le monde et qui seraient utilisables pour mettre en évidence l'intérêt des visualisations customisées par les organismes qui travaillent dessus. Voilà. Mais on en reparlera à l'INIST. Ouais. Voilà. C'est une bonne idée. D'autres questions? Oui, il y avait faire les trois d'une discussion. Oui. Je crois qu'on est que en fait. J'aime bien notre conversation, on peut avancer. Peut-être reprendre certaines choses. Par des types de RTL pour organisation, soit des RTL dans certaines analyses et certains partenaires, avec, je crois que c'était Denis, qui évoquait vraiment, donc j'ai évoqué vraiment la nécessité d'une espèce de dictionnaire, en fait, de glossaire, avec une définition très précise, qu'on aide derrière chaque RTL. Est-ce que c'est un travail qu'on peut envisager de lancer et quand? Tout à fait. Donc là, pareil, ma réponse c'est ça, c'est une réunion thématique qu'on va programmer très prochainement. Je pense que cette réunion-là, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, c'est à propos des R-types. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une consultation article? Qu'est-ce que c'est qu'une consultation book? Est-ce que une visualisation book une visualisation d'article dans un book, c'est un book ou est-ce que c'est une visualisation d'article? Comment on fait pour qu'est-ce qu'on a besoin de compter? Et donc, on va programmer une réunion pour ça. Dans lequel on va discuter et à l'issue de cette réunion, je pense qu'on prendra des décisions et l'idée aussi c'est d'associer ça. Donc on a déjà commencé à faire un glossaire sur qu'est-ce qu'on entend par cette typologie de façon à ce que ça soit bien clair. On se servira du blog et donc là on va annoncer en fait là donc on va programmer un certain nombre de réunions thématiques comme ça. Les R-types, ça me paraît important qu'on en fasse partie. Et nous, on a déjà eu des remarques, alors non pas sur les R-types eux-mêmes, je ne sais pas si vous m'entendez, en fait c'était sur un peu le schémage des R-types, oui, de le reste administre. Je disais, on a eu des questions d'utilisateurs qui ont envoyé des mesures d'usage sur le chaînage des R-types, c'est-à-dire savoir si dans la consultation de TOC, ils ont forcément été consultés un article ensuite, etc. On a non seulement à quoi correspondent les R-types, mais on a aussi comment ils sont liés et comment ils se suivent. Là, en fait, ça fait pas partie des objectifs d'EasyPart de suivre ça. Il y a peut-être des moyens de le faire par des façons détournées, mais c'est pas forcément dans nos objectifs. En fait, ce qui est important pour nous dans les R-types, c'est de savoir ce qu'on veut compter en fait. En particulier pour des plateformes qui sont pas classiques, qui n'ont pas un schéma, un fascicule avec dans ce fascicule des articles. Il y a comme par exemple les techniques de l'ingénieur. C'est pas forcément avec. C'est des. Je crois que c'est des cahiers. Donc comment on compte toutes ces choses-là et comment on se met d'accord pour les compter de la même façon. Quelle procédure quand on veut créer un nouvel article? Voilà. Ouais. S'assurer que ça rentre pas les gens dans le cadre. Donc là, on vous annoncera les dates des réunions. Et puis on vous invite à... Donc on fera, je pense, des doodles ou on proposera quelques dates. Donc, alors si vous ne pouvez pas assister à la réunion, eh bien, envoyez à l'avance vos remarques et sur la liste et vos suggestions de façon à ce qu'on en tienne compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions à distance? Oui. Alors, ouais.
Voilà, faut remonter. Voilà, faut remonter. Voilà, celle-là. Sur le clic, clic. Voilà, clic. Voilà, voilà. Et je mets où? Dans le. Dans le route? Dans le. Non, pas dans le route, dans le. Dans le commentaire, parce qu'en fait, il y avait juste le lien qui soit en clair. Voilà, qui soit en clair. Voilà. Vous avez d'autres questions? J'ai une question au niveau de la Donc là, on a charge. copié-collé. Oui, pardon, Julien. Ah non, c'était juste une question en termes de charge qui était supportée par Kibana. Vous avez, ça dépend vraiment de l'infra ou vous pensez qu'il y a une limite à un moment Alors, bah, en fait, on fait du monitoring avec Kibana. On a eu des soucis donc qui étaient plutôt liés au paramétrage du proxy. Maintenant, on a une configuration qui est assez solide. Bon, on interroge quand même des volumes assez importants de données quand on est sur Istex, par exemple. Mais à partir du moment où on a, en fait, j'ai montré ce matin un peu l'infrastructure matérielle. On a des machines, en fait, c'est des machines virtuelles et qui sont configurables aussi au niveau des machines. Et donc, si on a des soucis, on peut augmenter en fait le nombre de CPU ou la taille mémoire, adapter ça en fonction des besoins. Mais actuellement, on est pas mal, je pense. On a une configuration qui nous permet de répondre à la charge. Après, par contre, Alors, il y a toujours cette problématique d'indexation et d'interrogation. Donc, les indexations se font la nuit. Les soucis qu'il y a, enfin les soucis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des lenteurs quand on se remet à repasser des index. Donc, si on recharge tout Istex, par exemple, bon, ça met un certain temps. Et pendant ce temps d'indexation, effectivement, il y a une petite pénalisation des interrogations. après, c'est peut-être aussi côté dashboard, mais là, j'ai l'impression que c'est plus côté client, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent côté client, j'ai l'impression. Du coup, si on charge un peu son dashboard, Oui, il n'aime pas trop, quoi. Enfin, tout à fait, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de limitation dans les dashboards, on peut mettre autant de visualisations qu'on veut, sauf que si elles sont relativement complexes, et ben, comme il y a des requêtes qui partent simultanément à partir du navigateur, ça peut provoquer pas mal de charges. Bon, faut rester raisonnable, quoi. Il y a des champs sur lesquels il vaut mieux éviter de faire des agrégations, par exemple. Voilà. Ok, merci. Ouais. Au niveau des agrégations de certains champs, en fait, ça peut provoquer quand même pas des lenteurs, mais enfin ça fait travailler les machines, quoi. Oui, ça peut faire penser. Oui. On avait autorisé de faire des facettes sur le DOI, c'est-à-dire en gros c'est le nombre de documents qu'il y avait associés à un DOI. C'était une facette énorme et à chaque fois qu'un utilisateur par programme grâce à la suite, on est branché. Ouais. On n'a pas cet intermédiaire entre les deux. Il faut sensibiliser effectivement les utilisateurs à être bienveillants par la plateforme. Donc clairement, c'est vrai que il y a moyen, effectivement, si on fait des trucs un peu trop gourmands, de faire patiner le système, voire de le planter. D'accord. Après, c'est à vérifier, parce que les champs, normalement, peuvent être indiqués comme étant agrégables ou pas, et je me demande si dans le mapping, on ne pourrait pas en désactiver explicitement. C'est à vérifier.
Alors à ce sujet-là, donc par rapport à vos usages de Kibana et de vos index, etc., si vous remarquez des lenteurs, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous testez, faites-nous le savoir, qu'on puisse réagir, qu'on puisse. Mais bon, ouais, voilà, argumenter. En argumentant, bien sûr, hein, ça marche pas. Voilà. 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 Donc les copies d'écran, les messages d'erreur, tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez, pour qu'on puisse diagnostiquer et puis effectivement réagir. Donc après oui, après il y a les plages si on interroge sur 1 an, sur 2 ans, c'est sûr que plus les requêtes sont volumineuses, plus. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va doucement se diriger vers la fin de la réunion. Soyez attentifs à vos mails, on va envoyer des invitations. Et donc en programmant les réunions thématiques dont on vous a parlé. Et ça ne sera pas via Adobe Connect. Là, je peux déjà vous l'annoncer. Ouais, ça sera peut-être pas mal. Ouais. Donc ça sera un rendez-vous, un rendez-vous Doodle pour une vidéo Zoom, une Zoom session. Pas d'autres questions? Eh bien, merci et bon week-end à tous alors. Merci beaucoup.